Bonjour à tous. Ça fait du bien de vous voir là, nombreux, fidèles aux idées mènent le monde. Alors, nous allons accueillir maintenant... Pardon. Je pensais que c'était le mien. Nous allons accueillir maintenant quelqu'un que nous connaissons tous. Après 25 ans passés à la radio-télévision suisse, après avoir présenté pendant plus de 15 ans le grand journal télévisé du soir en Suisse romande, il est venu sur LCI depuis 4 ans et anime 5 jours par semaine en ce moment des débats et des entretiens sur tous les sujets nationaux et internationaux. Dans cet univers médiatique, Darius Rochebin a introduit un style qu'on ne connaissait pas à la télévision. Le style Rochebin, c'est un très savant mélange d'alternance de douceur et l'impitoyable chasseur d'informations. Tout ça allié à une culture historique et littéraire exceptionnelle chez les journalistes. Lorsque les gens sont interrogés par Darius Rochebin, ils sentent que derrière, il y a 10 siècles de connaissance de tout ce que le monde a dit ou écrit dans des livres. Nous l'accueillons pour un ouvrage qu'il vient de signer, qui s'appelle « À la vie », et qui est le résultat d'une conversation avec Robert Badinter, qui vient d'être reçu au Panthéon il y a quelques semaines. Alors, il ne s'agit pas à proprement parler d'un entretien avec Badinter, mais franchement, c'est un livre d'entretien comme je n'en avais pas lu avant. C'est une création commune de 2 hommes. Et la connaissance que nous avons de Robert Badinter, après la lecture du livre, est profondément modifiée. Non seulement la connaissance de la personne de Badinter, mais il y a tout un regard sur une époque assez incroyable qui commence dans les années 30 et qui finit dans les années récentes. En lisant ce livre d'entretien, on revoit l'histoire de notre pays d'une façon assez nouvelle. Et c'est ça aussi le style Rochebin. C'est introduire quelque chose de plus dans ce qui aurait pu être un simple livre d'entretien. On l'accueille. Merci beaucoup. Merci à vous de votre accueil. Merci beaucoup d'être accueilli à Pau, ça fait plaisir. On vous voit en vrai, comme on dit, dans les cours d'école. Vous ressemblez à ce que vous êtes à la télé, vous êtes assez télégénique. Non, c'est vrai. On a fait un brin de maquillage, mais à part pas à la télévision. Mais à la télé aussi, on fait du maquillage. C'est vrai, voilà. Alors, merci d'être venu à Pau. Et j'imagine, pour le Genevois que vous êtes, que vous avez reconnu peut-être la présence de montagnes, que vous êtes dans une ville qui, d'une certaine façon, vous dépayse moins que d'autres, non ? Les Pyrénées, là-bas, bien sûr. Cela étant, c'est loin, Pau. D'abord, pour Genève, c'est loin, mais ça va en sens inverse aussi. C'est le fameux mot « loin de quoi », voilà. Et je ne connaissais pas Pau. C'est la première fois que je suis à Pau et j'ai été très touché de l'accueil depuis hier soir. Alors, vous êtes un forçat de la télévision. Vous êtes 5 jours par semaine, 4-5 heures, parfois beaucoup plus, parce qu'en direct, pendant votre émission, se passent des choses qui obligent la conversation à suivre. Et vous êtes, alors, je le disais, une encyclopédie vivante. Non, sérieusement, on parle sérieusement, là. Bon. Alors, si on parle sérieusement, je dis que je connais le monde journalistique et je n'ai pas vu une interview de vous, de quelqu'un, ou une émission entière sans que vous citiez, de manière toujours à propos, des citations qui vont de l'Empire romain jusqu'à tout ce que les hommes politiques ont dit, les conseillers, les chambellans. Voilà. On dirait que vous avez, je ne sais pas, passé combien d'années à vous pénétrer de toutes ces phrases qui ont été dites par les uns et les autres. C'est assez phénoménal. Bon, il faut faire attention de ne pas être cuistre, parce qu'évidemment, ça menace toujours.
J'ai la chance la chance ou la malchance d'avoir pratiqué le métier depuis assez longtemps. J'ai 58 ans, mais j'ai commencé très tôt. J'étais pigiste, comme on dit dans notre métier. Je ne sais pas si vous voyez tout ce que signifie pigiste. Vous êtes payé à la ligne, donc à l'époque c'était en Suisse, donc j'étais payé 1 franc suisse par ligne. Donc si vous faites 50 lignes, vous avez 50 francs, etc. Voilà. Et j'ai commencé très très tôt, j'ai beaucoup voyagé. J'ai interviewé, je me rappelais l'autre jour, puisqu'on parle beaucoup de la Russie, la première interview que j'ai faite, c'était un type qui s'appelait Kaganovitch, qui était une ordure. Alors dans l'ordre des ordures, il était très 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 haut parce qu'il était membre du Politburo et il avait co-signé des ordres de déportation et d'assassinat peut-être de 500 000 personnes. Parce que pendant 30 ans, il était au Politburo, il était à côté de Staline, et Staline faisait toujours co-signer, que tout le monde soit un peu mouillé. Un peu responsable, ouais. Et comme souvent les paradoxes, au fond, il était dans un tout petit appartement en 90 à Moscou. Il ne s'était pas enrichi. C'était des gens qui étaient des salauds, il n'y a pas d'autre mot, mais qui n'étaient pas corrompus. Parfois, il y a des corrompus salauds, il y a des pas corrompus gentils. Enfin, il y a tous les cas de figure quand vous êtes journaliste, et il faut s'habituer à les approcher avec une certaine, j'allais dire indulgence, mais oui, je crois. Enfin, indulgence, c'est peut-être pas le mot. En tout cas, ouverture d'esprit. Ouverture, oui. Ouverture d'esprit. Et donc, Kaganovitch était né, la date exacte m'échappe maintenant, mais en tout cas, il était du 19e siècle. Il devait être né vers 1890 et quelque chose comme ça. Et il avait commencé à être actif en 1917, pendant la révolution bolchevique. Et donc, j'ai des souvenirs qui me ramènent à des temps assez anciens. Et j'avoue que je suis très fasciné par les nonagénaires, par exemple. Je trouve que la vie commence à 90 ans. Robert Badinter en est un exemple. J'ai fait un livre avec Hélène Carrère d'Encausse qui avait plus de 90 ans à ce moment-là. Et c'est absurde, mais je trouve que les gens de 90 ans sont souvent passés, et ça ramène au titre de vos rencontres littéraires que je trouve très beau, renaître. On peut naître plusieurs fois dans une vie. Et souvent, passé 90 ans, il y a une forme de liberté, comme si c'était durable. Parce que c'est miraculeux. Oui, alors, cadeau. Maintenant, il paraît qu'il y a beaucoup de centenaires qui arrivent. Tant mieux, ce sera 100 ans là. Mais aujourd'hui, voilà, 90 ans, c'est durable, c'est du cadeau. Et souvent, je trouve, même chez des gens qui peuvent être assez durs, d'ailleurs, Badinter pouvait être assez dur. Il était d'un contact assez... voilà. Un combattant. Un peu méfiant. Ouais. Il le dit dans le livre. Il assume même une certaine méfiance. Mais les barrières s'étaient un peu, étaient un peu tombées passé cet âge. Alors, vous dites que c'est Robert Badinter qui vous a demandé de faire ce livre. Moi, j'ai un petit doute, je vais vous dire pourquoi. Je me dis, tel qu'apparaît Darius Rochebin, avec des ascendances qui savent manier les choses, n'a-t-il pas fait en sorte, pendant les rencontres précédentes avec Robert Badinter, de lui souffler que si jamais il avait envie de faire passer une autre idée de lui, ou que c'était des gens de 80 ans, 90 ans, vous seriez preneur? Est-ce que vous avez laissé cette espèce d'idée voler dans l'air avant qu'il ne vous le propose? Alors, vous me percez bien à jour, parce que quand on fait des demandes d'interview, il faut être manipulateur. Ça, c'est la base et c'est une grande part de mon travail. Mais en l'occurrence, non, parce que, à vrai dire, j'ai toujours admiré Badinter, mais j'avais une toute petite réserve, c'est qu'il était trop monsieur. Et moi, j'ai souvent été attiré journalistiquement. Vous savez, c'est comme les médecins. Pour un médecin, c'est intéressant d'avoir un cas compliqué. Oui. Et Robert Badinter était d'une certaine manière trop droit, trop... vous savez que Mitterrand avait 2 avocats. On disait qu'il avait Badinter pour le droit et Dumas pour le tordu. Oui. Roland Dumas, pour qui les affaires de corruption d'aujourd'hui, par exemple, seraient rien. Ça le ferait sourire, les petites histoires. Ça, c'était du menu fretin. La Pécadille, c'est les pourboires. Et j'avoue que moi, j'étais plutôt, par exemple, séduit, si on peut dire, par quelqu'un comme Dumas. Les deux, d'ailleurs, ne se détestaient pas. Autre nonagénaire, même centenaire, il est mort centenaire. Oui, absolument. Extrêmement brillant, amoral à un point... C'est rare de rencontrer des gens vraiment amoraux. Oui. Lui, il était. Et qui assume. Et qui assume. Il racontait, par exemple, que la première fois où il a compris qu'il était amoral, c'était pendant la quête à l'église. Il avait toujours été athée. Bon, il y a des gens comme ça. Souvent, je trouve que l'athéisme ou la foi, en réalité, c'est presque une chose innée. Mais bon. Et quand passait la sébille avec l'argent,
il prenait. Et il disait, mais c'est normal, de l'argent passe, on prend. Il faut vraiment être anormal pour être aussi, pourquoi ne pas se faire plaisir? C'est génial, l'argent passe, on en prend. Et il avait compris à ce moment-là que c'était sa conception de la vie. C'était sa liberté. Voilà. Ouais. Évidemment, Badinter, c'était l'autre extrême. Quelqu'un de très droit, très exigeant. Et l'image que j'en avais était un peu trop austère. Et précisément, quand l'interview a débuté, d'abord quand il m'a fait la proposition, j'ai été flatté, bien sûr, parce que voilà. Mais j'avais cette légère inquiétude de me dire, ça va être un peu un hommage formel, un peu compassé, voilà. À l'époque déjà, on disait il serait panthéonisé. Bon. Donc, vous n'imaginiez pas, avant d'ouvrir le livre, qu'il avait comme volonté de vous en dire plus et différemment non, de ça. Franchement, non. Non. Franchement, non. Et par exemple, j'imaginais qu'il voudrait parler très précisément de l'abolition de la peine de mort. Oui. Et pour ceux qui me feront le plaisir de lire le livre, vous verrez que bien sûr il en parle, mais d'abord le point central c'est plus l'occupation. Son enfance, sa jeunesse, ça occupe plus de place. Et même sur l'abolition, il n'est pas du tout, entre guillemets, bien pensant. Il est très libre de penser. Il admet par exemple qu'on puisse être pour la peine de mort. Il le combat, il espère que la peine de mort reculera partout. Mais il n'est pas du tout de ceux, maintenant on entend beaucoup ça, notamment sur les réseaux sociaux. Qui stigmatisent ceux qui pensent... Voilà, ou qui veulent faire taire, qui veulent censurer. Pas du tout. Il était très, très ouvert d'esprit. Et ce que j'ai découvert dans les premiers temps de l'interview, et qui fait tout le charme, je crois, de la conversation, c'est qu'il était très drôle, très ouvert d'esprit, effectivement, très attentif aux idées des autres, parfois très surprenant, parfois politiquement un peu incorrect. Et ça, ce sont les hasards des souvenirs. Vous parlez de l'importance de la culture. J'ai compris que j'aurais du plaisir à lire le livre parce que je suis un grand lecteur de Chateaubriand. Et pour ceux qui connaissent et qui aiment Chateaubriand, c'est un auteur assez drôle, comme souvent les grands auteurs. Et il y a un témoignage sur Chateaubriand que j'ai tout de suite collé à la personnalité de Badinter, où il dit que le vrai Chateaubriand était bon enfant, vif, riant, prenant à tout, joueur. Pas du tout le Chateaubriand, vous savez, qui pose sur le tableau avec l'orage et puis les cheveux comme ça, un peu le romantique inspiré. Et il y avait beaucoup de ça chez Badinter, c'est-à-dire une forme de liberté comme ça. Et quand vous avez des gens un peu monsieur, un peu bourgeois, mais qui ont aussi une partie plus libre, ça dégage un charme évidemment extraordinaire. On dit que Chateaubriand, vous savez, quand il faisait les traversées de l'Atlantique, comme il était malouin et que la mer lui faisait pas peur, pendant que tous les gens étaient verts et avaient le mal de mer et vomissaient, lui montait au mât en plein orage et s'amusait, riait, observait les gens malades. Voilà. Ça a un certain charme. Vous dites, en ayant pour projet le livre et en le commençant, je l'admirais et à la fin, je l'ai aimé. Oui. Quand est-ce que c'est passé de l'admiration à disons, une proximité vraie Bon, je l'aimais, c'est pas connaissant votre vocabulaire précis, c'est un mot précis, aimer les gens. Bon, ça passe par les émotions, bien sûr, quand j'ai compris, par exemple, que des choses très fines, comment on peut être culpabilisé par la mort d'un père ou d'une mère, alors qu'on n'y a évidemment aucune part. Vous savez qu'il est mort en 9 février, oui. C'est la date exacte où il y a eu la rafle de la rue Sainte-Catherine à Lyon, 43. Son père. Et il a d'abord dans le livre, c'est une espèce de trou noir, il parle beaucoup avant et après, mais autour de ça, c'est compliqué. Et ce jour-là, il y a eu une rafle, donc c'était une union, une association juive où se trouvait son père, et il est monté à l'étage, il a cru voir son père parmi ceux qui étaient raflés. Le SS qui devait le prendre s'est laissé un petit peu, il lui a interloqué et il est vite parti. Et il gardait de ça une forme un peu de culpabilité absurde parce qu'il n'aurait rien pu faire, évidemment. Oui. Et ça renvoie, je pense, comme souvent les cas extrêmes, moi j'ai beaucoup interviewé les survivants des camps nazis ou soviétiques d'ailleurs. Et les survivants avaient une forme de culpabilité à l'égard des morts. Bien sûr. Kiechmann, on l'a même vu à cause des attentats de Paris, vous avez vu Oui, exactement. On a vu ça. Des gens qui étaient dans la salle, qui avaient survécu et qui se sentaient coupables d'avoir laissé les autres. Kiechmann va à Auschwitz et il écrit sur le livre de mémoire, il écrit « Pardon d'avoir survécu ». Et je suis grand lecteur de Primo Levi, je vous recommande, si vous n'avez jamais lu Primo Levi, c'est un auteur absolument extraordinaire. Quand Primo Levi se suicide, puisqu'il se suicide à la fin,
Ce qui le marque le plus, c'est que sa mère a le cancer et il la voit qui petit à petit a les traits qui se décharnent et elle ressemble aux mourants qu'il avait vus à Auschwitz. Il avait vu dans les camps. Pour lesquels il ne pouvait rien faire. Et ce sentiment de culpabilité, il est à l'extrême, dans des situations extrêmes. Il est chez nous tous ou nous toutes. Ça peut paraître très trivial ce que je vais raconter, mais quand on laisse son père ou sa mère à l'EHPAD, par certains côtés, c'est terrible. Parce que souvent, on est dans des situations d'ailleurs où dans le monde actuel, on sait très bien qu'on pourrait s'en occuper. C'est quelqu'un qui a sacrifié une partie. Comme on l'a fait pendant des siècles. Comme on l'a fait pendant des siècles. C'est une rupture majeure, celle dont vous parlez. Ça n'existe que depuis quelques dizaines d'années maximum. Bien sûr. Ça n'a jamais existé dans l'esprit humain. Et je me rappelle très bien quand mon père est mort, j'étais à Paris d'ailleurs, et à l'époque je vivais à Genève, mais j'étais à Paris en voyage. Et il avait passé quelques mois dans un EHPAD et j'avais eu cette forme de culpabilité, encore une fois, qu'on peut ressentir parfois. Il y a même des gens qui ont encore moins à se reprocher. Mais voilà, là, les vivants ont un sentiment de culpabilité à l'égard des morts. Une ombre. Survivre est magnifique. Et d'ailleurs, c'est un thème très juif aussi. Il y a tout un chapitre où il parle de la survie juive à travers les siècles. C'est un thème très juif. C'est survivre à tout prix. Vous savez que par exemple, la tradition juive... Il parle du miracle. Il y a un miracle. Il prononce le mot miracle. Bien sûr. La survie depuis 2000 ans, 3000 ans des Juifs. La tradition juive, par exemple, est très contre l'euthanasie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand Ariel Sharon a eu sa longue agonie, il avait eu le coma, il était tombé dans le coma. Oui, des mois, il est resté des mois. Il était, comme on dit vulgairement, un légume. Mais des années. Des années. Et des années, il l'avait maintenu parce que dans la tradition juive, il n'y a pas d'euthanasie. Voilà. La vie plus que tout. C'est la façon qu'ils ont de trinquer l'Echaim à la vie. Et une des devises qu'il citait volontiers et que j'aimais beaucoup, c'était « Aimez la vie et la vie vous aimera ». Qui est cette attitude évidemment très gourmande, très avide de la vie. J'ai l'impression que vous l'avez aimé aussi parce que finalement, même au départ de votre livre, ça se sent, il y a quelque chose qui vous réunit. D'abord, vous venez de l'étranger, Darius, on sait que c'est pas né à Pau ni à Genève. Donc on se dit, et lui était un descendant d'immigrés, de Bessarabie, et tous les deux peut-être avec des descendants qui n'avaient pas les honneurs de la guerre, qui étaient pauvres, bien sûr, parfois même ne savaient ni lire ni écrire, en ce qui concerne Badinter par exemple. Bien sûr, il avait une origine maternelle, et moi aussi d'ailleurs, vraiment très pauvre, mais vraiment très très pauvre, c'est-à-dire sa mère, elle venait de l'ancien empire russe, qui est maintenant la Bessarabie, et sa grand-mère était analphabète. Sa mère avait appris difficilement le français, avait gommé son accent yiddish, et ses deux oncles étaient si pauvres qu'ils étaient chiffonniers. Donc c'est des gens qui se baladaient dans les rues et qui vendaient des fripes, ou même l'un d'entre eux, il allait dans les boulangeries le soir. Il achetait pour un petit sou les brioches de la veille et puis il les mouillait un peu pour que ça ait l'air plus frais, les meilleures allures. Et il allait les vendre au bois de Vincennes le dimanche matin. Donc c'était vraiment ce qu'on appelait le lumpen prolétariat. Et le chemin social qu'il avait accompli était évidemment fou. Partant de là, avec cette petite charrette à bras qui baladait dans Paris. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vécu ça. Moi, j'ai encore vécu ça à Genève, à une époque où il y avait ces gens qui venaient dans les cours d'immeubles, qui faisaient de l'accordéon, et on leur jetait des piécettes. Oui, vous avez connu ça? Mais je crois que ça ne se fait plus maintenant. Il y a toutes sortes d'autres types de marginalité, mais il n'y a pas celle-là. Et les oncles de Badinter, la famille de Badinter, c'était ça. Et il était devenu évidemment très grand bourgeois. Très très grand bourgeois, conseil constitutionnel, ministre, voilà, très monsieur, tout en gardant de ça évidemment une forme de souvenir. Et ma mère était d'un milieu très très simple, de jeunes filles qui avaient été prises de force à des parents marginaux, placées soit dans des orphelinats, soit dans des fermes pour être apprentis de ferme. Et bien sûr, ça a créé certaines... Alors que le père de Badinter, et le mien d'ailleurs, était d'un milieu plus bourgeois, pour lui c'était des jeunes juifs très à gauche, c'était des bolcheviks, mais des bolcheviks entre guillemets gentils. C'est pas ceux qui ont basculé dans le stalinisme, c'était les mencheviks, c'était ceux qui étaient des partisans d'une révolution douce, si on veut, et qui avaient été très maltraités du fait de l'antisémitisme en Russie, qui s'étaient exilés en France
et qui avait dans la France un espoir immense. Ah oui. Et alors, il y a quelque chose qu'on découvre chez Badinter dans le livre, c'est que cette génération-là a connu deux France en même temps. C'est-à-dire que dans le livre, il y a le souvenir de Badinter de la dénonciation de son père, de la soumission de tout un peuple finalement à une armée qui est venue. Et en même temps, pour ce même peuple, il éprouve un sentiment à l'opposé pour les Savoyards qui ont sauvé, ou de plusieurs régions de France, notamment au Massif central, qui ont sauvé des milliers et des milliers d'enfants juifs. Le peuple français, pour lui, il avait ces deux visions du même peuple. C'est difficile de vivre dans ce peuple-là après. Bien sûr. Hein ? Absolument. Là, vous touchez un point très, très central, c'est-à-dire il était français superlativement, grand français, Panthéon, etc. Et en même temps, une forme de... Il ne voulait même pas mettre un mot là-dessus, mais est-ce que c'est de la rancune? Est-ce que c'est en tout cas l'impossibilité d'oublier? Pour lui, le peuple français, c'était aussi le peuple qui, en mai-juin 40, avait été devenu pétainiste dans une immense partie, pétainiste extrêmement. Et simultanément, vous avez raison, c'est le peuple français qui l'a protégé. Et là, c'est une période très belle, même si son père a disparu. D'ailleurs, là encore, c'est la culpabilité, parce qu'il est assez heureux. Son père est déporté en 1943, et il est dans un petit village de Savoie, Cognin, et il est protégé par les gens, protégé à la Badinter. À la connaissance de tout le monde. Oui. Et comme je vous disais, ce côté un peu méfiant, pudique, c'est pas la protection, vous savez, explicite, avec des gens qui disent on cache des juifs, etc. Tout le monde sait qu'ils sont juifs, donc il y a lui, son frère, sa mère. Ils ont un faux nom, ils s'appellent Berthet, ils ont des faux papiers d'identité qui les couvrent. Et simplement, les gens sont vraiment très corrects avec eux. Personne, aucune dénonciation. Mais il y a quand même toujours la peur de la dénonciation. Par exemple, et il en parle avec cette pudeur un peu amusante et touchante à la fois, il est circoncis, puisqu'il est juif, et sa mère veut lui faire dire qu'il ne peut pas coucher. Il a 16 ans, évidemment, il peut être tombé amoureux. Voilà. Ça commence. Et c'est son frère qui lui dit, elle dit à son frère pour qu'il lui dise, parce qu'elle n'ose pas lui dire directement, et elle lui fait dire, tu as la marque. Tu as la marque, il ne faut pas que tu aies d'aventure, parce qu'il suffit d'une indiscrétion, et puis la chaîne de la dénonciation est lancée. Et c'est là où les deux France sont présentes, c'est-à-dire cette France admirable qu'il protège, et le risque d'une France dénonciatrice, qui est celle du maréchal Pétain. Et qui est derrière la personne qu'on rencontre en France? C'est ça. Question irrésolue pour lui aussi. Et encore pire, les gens qui ont commencé dans un camp, qui sont passés dans l'autre, et évidemment Mitterrand est un cas particulier. Et ce qu'il affronte aussi dans la discussion, c'est le fait que, évidemment, il y a des gens d'extrême droite, il y a aussi beaucoup de gens de gauche. Bousquet, par exemple, était un radical socialiste, était quelqu'un de gauche très convenable, centre-gauche, disons, très bourgeois. C'était l'élite de la Troisième République. C'était pas du tout une sorte de marginal, voilà. Et Bousquet, puisqu'on parlait de l'ordre des salauds, était très 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 haut dans l'ordre des salauds. C'est quelqu'un qui a organisé la déportation des juifs, des enfants juifs. Qui a interrogé lui-même. C'est ça, et qui a même fait baisser l'âge de déportation. Ce qui fait qu'il y a des enfants qui étaient déportés, donc qui ne pouvaient même pas dire leur nom. Donc il y avait le petit écriteau avec leur nom inscrit. Ça, c'était Bousquet. Et c'était quand même la personne que Mitterrand a un peu couvée, dont il a conservé l'amitié pendant des années et des années, qui avait été... jusqu'à sa présidence. Pardon ? Jusqu'à sa présidence. Jusqu'à sa présidence, bien sûr. Donc tout ça coexiste. Et puis la dénonciation, qui est évidemment terrible. Sa grand-mère maternelle, qui s'appelait Schindléa, elle est très malade. Je crois que c'est en 1942, et elle est dénoncée, et il la descendent dans l'immeuble en civière avec des policiers allemands, la Gestapo, mais aussi des miliciens français. Oui, bien sûr. À un moment, vous dites, combien de temps, vous posez la question à Badinter, combien de temps avez-vous attendu le retour de votre père? Parce que juste après la libération, toute la famille allait régulièrement voir les trains qui revenaient d'Allemagne, avec des déportés qui revenaient de Caen. Et il vous dit, il a une réponse, je l'attends encore. Toujours.
Alors, expliquez-moi ce que vous avez compris de sa réponse. Pas d'oubli. Pas d'oubli. Et puis aussi disons, la double vie, c'est-à-dire une vie apparente très intégrée, et en même temps la blessure restante. Irréparable. D'ailleurs, même à la Libération, il y a toutes sortes de moments assez curieux où on croit qu'à la Libération, c'était une évidence qu'à la Libération, leur appartement est occupé par des collabos. Oui. Et la mairie de Paris a fait un bail tout à fait légal pour des collabos qui reprennent les appartements. Et les collabos ne veulent pas du tout lâcher l'appartement. Et il doit faire un procès avec sa mère pour récupérer l'appartement. Ah oui. Et évidemment, ce genre de blessure reste indéfiniment. Mais tout ça bousculé par le rire, c'est-à-dire il n'est pas triste. Par exemple, en 1941, si je ne m'abuse, il y a une exposition à Paris qui s'appelle Le Juif et la France, l'exposition Berlitz, au Palais Berlitz, alors il y a toutes sortes de caricatures antisémites, le juif est sale, il a les cheveux crépus, il a un gros nez, etc., etc. Et il y va avec son frère. Et il rigole pendant en disant mais quel tissu de conneries, ce qui est un peu risqué quand même, parce qu'il y a déjà des rafles à Paris à cette époque-là, donc il pourrait se faire arrêter. Mais le rire est quand même plus fort que beaucoup de choses. Avec Mitterrand, ils ont beaucoup ri. Il décrit beaucoup des scènes de rire et leur histoire d'amitié qui était une assez belle histoire. Comment d'ailleurs deux hommes aussi différents que Badinter et Mitterrand ont-ils pu connu une certaine intimité tellement... Il y a la culture. Je pense que la culture est vraiment une clé. C'est le livre, les phrases, le livre, le langage, c'est ça qui les a... Oui. Il y a une culture très profonde de l'un et de l'autre, c'est-à-dire des gens... je n'ai pas interviewé Mitterrand, mais je l'ai vu une ou deux fois dans... Alors, Mitterrand, il y avait un côté amoral, effectivement, ou plutôt moral, mais avec cette... Oui, mais un côté libertin qui devait quand même... c'est exactement le bon mot. Faire penser à Badinter que, bon, tout n'était peut-être pas à croire. Bien sûr. Quand Mitterrand affirmait quelque chose. Bien sûr. Mais chez Badinter, il y a aussi certains côtés libertins. Et il se fait bousculer. Il y a quelques très belles pages quand il raconte son amitié pour un homme qui a un peu remplacé son père, qui s'appelait Torres, qui était un avocat tout le contraire de lui. Lui, Torres, qui est aussi juif d'ailleurs, se moque un peu de lui en lui disant « t'es un petit rabbin, t'es triste, tu travailles toujours sur tes dossiers, allez, il faut aimer la l'aisance, l'amour, les fleurs. » Et il l'emmène dans les bas-fonds de Paris, des années 50, qui ont encore le goût un peu des années 20 ou même d'encore avant. Et Badinter raconte des scènes qui ne sont pas du tout monsieur. Par exemple, il y a deux prostituées à la table d'à côté. Il a une vingtaine d'années, il écoute avec attention ce qu'elles disent. Et il y en a, la jeune dit à la vieille, mais comment est-ce que tu fais? Parce que les clients, ils te donnent toujours plus d'argent. Les michetons te donnent toujours plus d'argent à toi. Qu'est-ce que tu leur fais? Parce que je n'arrive pas à comprendre. Et la vieille dit à la jeune, bah, tu sais, simplement je les écoute. Et c'est encore mieux que de leur faire des choses les plus sophistiquées. Je les écoute. Et le jeune Badinter, avocat, qui va devenir un géant de l'éloquence, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion d'entendre Badinter, pas seulement à la télévision, mais plaider, et c'était vraiment un spectacle, parce que c'était une force oratoire vraiment incroyable. Vous racontez d'ailleurs dans le livre que son éloquence vient de son maître Torres, qui lui avait dit, quand tu parles, tu parles pas à d'autres, tu dois faire... Tu dois aussi vraiment attention à l'autre qu'à tes mots, qu'à tes propres mots. Exactement. Et tu dois écouter. Écouter. Alors là, vous êtes dans le noir, par exemple, donc je vois peu vos expressions, et je ne prétends pas être orateur, mais lui disait le vrai orateur, c'est pas quelqu'un qui fait le malin. Voilà. Alors il avait une maîtrise du verbe incroyable, mais non, c'est parler en fait, même si le public ne parle pas, même s'il est muet, en fait, il vous parle, par les regards, par l'attention, etc. Et donc, il y a un lien qui se fait avec les jurés, qui fait qu'il a réussi certains coups extraordinaires. Le sauvetage de Patrick Henry en 1977 est un sauvetage inouï. Patrick Henry est un criminel, un assassin d'enfants, personnage très noir qui cache, il a tué le pauvre enfant, il l'a attaché, il a ficelé sous son lit le cadavre et il part au ski.
C'est ça, Patrick Henry. C'est vraiment l'horreur une horreur totale. Puissance 10. Et Badinter sauve la tête de Patrick Henry, ce qui était inouï, parce qu'il a un talent. Alors, l'époque aussi, c'était les fins des années Giscard, il y avait une sorte de libéralisation. Voilà. Aujourd'hui, je pense que ça ne se passerait pas comme ça, si la peine de mort existait encore. Voilà. Donc ça, c'était Badinter. Cette éloquence tout à fait incroyable. Et effectivement, il dit que les deux prostituées lui ont beaucoup appris de ce point de vue-là. Mais le fait qu'il ait sauvé Patrick Henry ne dit pas qu'il était, comme je vous le disais tout à l'heure, figé dans une forme de bien-pensance. Il comprenait. Il y a des passages où on parle de la vengeance. Dans toute la tradition classique, la vengeance est une chose noble. Je vous recommande, si vous avez le souvenir, si vous l'avez lu ou si vous n'avez pas lu, ou c'est des souvenirs anciens, l'Odyssée, le chant 22 de l'Odyssée, où Ulysse tue les prétendants. Et non seulement il les tue, mais il les torture. Et il les torture avec une joie, évidemment. Alors après, la nourrice, il dit à la nourrice, il ne faut pas trop se réjouir. Quand les gens sont morts, il faut se réjouir en dedans, mais pas trop en public quand même. Mais que vous parliez des siècles et des siècles où on avait des mentalités différentes des nôtres, non seulement la mort a été évidemment la peine de mort, mais la torture a été... des gens très honorables comme Richelieu considèrent que la torture est une bonne chose. Alors vraiment, c'était l'autre extrême de Badinter qui est très contre toute cette justice de la barbarie. Mais... encore une fois, il comprenait cela et il en parle avec une grande liberté. Quand on lit votre livre et votre conversation avec Badinter, on se dit que le monde a complètement changé depuis ces gens qui avaient connu la guerre. Mitterrand, tous les dirigeants de l'époque, d'un côté, ce sont des gens qui avaient vu la vie d'une toute autre façon que des gens de 20 ans aujourd'hui. On se dit, quel monde différent en une génération. Et il y a une part de nostalgie assumée. Je ne sais pas si vous êtes de ceux qui pensent que c'était mieux avant ou c'était pas mieux avant. Non, mais c'est différent à un point inimaginable. Comment ? C'est différent à un point inimaginable. Oui. Et par certains côtés, Badinter, homme de gauche, il l'est tout à fait. D'ailleurs, il dit encore à la fin, qui voyait au Panthéon, il cite des grands personnages de la gauche, Jaurès, Blum. Bon. Mais il y a des côtés très conservateurs, même un peu réactionnaires, sur l'éducation, sur le fait que la société ancienne était tenue. Il dit... ce qui crée la délinquance aujourd'hui, c'est qu'il y avait dans l'ancienne société le syndicaliste, le curé, le rabbin, le maître d'apprentissage, le petit patron, et tout ça tenait la société, tout ça est explosé. Il y a aussi une nostalgie, presque, il ne regrette pas le temps des colonies, mais il fait partie d'une génération qui était très admiratrice de la France puissance, la France de la Troisième République, qui était pleine de bons sentiments à l'intérieur, mais qui était très colonialiste. Vous savez, les textes de Jules Ferry ou des gens comme Hanoteau, qui étaient des grands personnages de la Troisième République, qui étaient des types tout à fait charmants à l'intérieur. Ils étaient promoteurs de l'égalité, les hussards de la République, mais ils étaient racistes. On ne peut pas dire un autre mot que cela quand ils parlent des races inférieures, etc. Vous connaissez assez l'histoire, Darius, pour savoir que quand on a une bonne culture, on aime bien l'exporter. Hein ? Comment ? Quand on a de bonnes idées, on aime bien les exporter. Oui. Et Badinter, d'ailleurs, il avait même enseigné à l'école coloniale pendant quelques semaines ou quelques mois. À l'issue de la guerre, d'ailleurs, il est fauché. Il ne faut pas croire du tout que ça a été facile pour lui. Mais donc, pour finir là-dessus, il y a une nostalgie de ce qu'a été la Troisième République. Et d'ailleurs, ces exilés juifs qui partaient de l'ancien Empire russe, par exemple, partaient à Paris, admiration pour Victor Hugo, totale. Il y a des passages assez drôles où il parle le Victor Hugo avec l'accent yiddish, tel que son père le parlait. Admiration totale pour Victor Hugo, pour la France de la liberté, mais aussi pour la France superpuissance. Et d'ailleurs, le traumatisme originel, c'est la chute de mai-juin 40, qui était inimaginable pour cette génération-là. Pour les gens cultivés, informés, il n'était pas pensable que la France puisse s'écrouler. Et juste un passage du livre, c'est pas du tout l'intégralité du livre, ni son idée principale, mais Badinter en 1948 va aux États-Unis et non seulement il vit un moment de joie extraordinaire de la liberté dans un pays où il n'y a pas de soupçon derrière chacun qu'il y a eu quelqu'un qui ait collaboré. Oui. Les États-Unis, c'était blanc. Donc il est dans un pays ami et il est provocateur. Il sort avec une noire. Il s'embrasse exprès dans la rue comme un étudiant révolutionnaire.
Bah, il est fauché. Là, vraiment, Il a une petite chambre d'étudiant. Comment? hein, là, vraiment, vous avez noté où il a accepté de vous dire Oui, quelque oui. chose qui va contre absolument toute l'image de Badinter. Ah, ça fait partie du charme que j'ai découvert très vite. D'ailleurs, c'est un des premiers souvenirs qui lui vient. Il commence par là. New York 48, étudiant fauché. C'est pas du tout, c'est curieux les souvenirs parce que Boursier, oui. si on vous demande ici dans la salle quel est le moment le plus fort de votre vie, c'est toujours un peu compliqué. Bon. Et je m'attendais à ce qu'ils disent, je sais pas quoi, l'abolition de la peine de mort, quelque chose d'un peu plus convenu. Et c'est ce moment où il est boursier à New York 48. C'est un grand amoureux de New York, des États-Unis. Vous savez, à New York, il y a de l'air, c'est la liberté, c'est tout le contraire de la France un peu rance qu'il a connue sous Pétain. Et effectivement, il tombe amoureux d'une black qui s'appelle Barbara. Et pour provoquer un peu, parce que le puritanisme américain est encore assez fort, ça ne se fait pas à l'époque, il l'embrasse à pleine bouche dans le métro ou dans la rue. Ah oui, oui, les gens sont un peu, ils trouvent ça d'abord par un vieux fond raciste qui existe encore fortement à ce moment-là, mais aussi parce que c'est puritain, ça ne se fait pas. Et il est heureux, il est provoquant, il est libre. Pourquoi il vous a dit ça, à votre avis? Parce Comme que... vous dites, 90 ans peut-être? Oui, je pense qu'il ne l'aurait pas dit à 80 ans. On est trop jeune. Il n'aurait pas dit 10 10 ans avant. Ouais. Mais effectivement, voilà, il y a une forme de liberté. Ouais. Passer au-delà de la limite, le billet voilà. est encore valable. C'est ça. Et à vous alors, combien d'heures ça a duré à peu près l'échange? C'était à chaque fois Vingtaine d'heures. une heure et demie. Oui. Et on a fait, je sais pas, une vingtaine. Vingtaine d'heures, oui. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce qu'il vous a dit, dans sa manière d'être, dans sa manière de décrire la vie telle qu'il l'avait vécue, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a touché au point que ça a ébranlé une de vos certitudes, ou est-ce que ça a changé votre point de vue sur des choses assez importantes pour vous? Parce qu'un dialogue, un entretien, c'est pas dans un seul sens. Oui. C'est dans l'autre sens. Oui. Est-ce qu'on peut vous demander d'être aussi sincère que lui quand il dit qu'il a été en Amérique? Quand est-ce qu'il m'a fait douter Non. Si. Je réfléchis de bonne foi. Peut-être que... Vous savez, je suis bien convaincu qu'un bon journaliste ne doit pas faire de morale. Ça, je commençais par là. C'est pas une approche, ce qui n'empêche pas on peut être très moral en termes, on peut aimer la morale en termes de citoyen ou politique, etc. Mais si vous commencez à arriver à une interview en disant un tel est gentil, un tel est méchant, ça marche pas. En tout cas, ce sera une mauvaise interview. Parce que les gens sont tous, voilà, comme Phèdre de Racine, ni tout à fait coupables, ni tout à fait innocents. Mais là où j'ai eu de l'admiration pour Badinter, et je prenais sa leçon, c'est que c'est bien de tirer vers le haut. Voilà, c'est quand même bien toujours de tirer vers le haut. C'est-à-dire, il ne faut pas se complaire dans la moralisme. Et je vous parlais de l'exemple de Roland Dumas, que j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup, que j'ai beaucoup vu. Mais enfin, il se complaisait peut-être un peu trop quand même. Oui. Il y a des moments comme ça où, oui, tirer vers le haut, c'est bien. Et ça vaut pour nos vies en général, quoi. Plutôt que le soir de visionner une série débile, lire une page de Racine, hein, c'est quand même pas mal. Et cette façon qu'avait Badinter, un peu altier. C'était pas quelqu'un de facile. D'ailleurs, vous savez, souvent quand les gens meurent, il y a les hommages officiels, et puis il y a ce qu'ils vous disent à côté. Et depuis que j'ai fait ce livre, alors je rencontre souvent des gens qui vous disent « Ah, Badinter, je l'adorais ». Puis la phrase après, il disait « Mais il avait un caractère un peu difficile des fois, etc. » Et les deux étaient vrais, bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà. Quelqu'un comme Simone Veil, par exemple, que j'ai beaucoup moins connu, mais que j'ai connu un peu, avait un caractère compliqué. Elle aimait beaucoup dire non, par exemple. Hein. C'était une demande d'interview, enfin, c'était quelqu'un... Oui. Voilà. Mais infiniment admirable, évidemment. Eh bien, c'est bien. C'est bien quand même, voilà, de quand même toujours tirer un peu, tirer vers le haut. Il y a une page très belle, je ne sais pas si vous avez lu les mémoires de Churchill, qui sont pas de la qualité de Gaulle. De Gaulle écrivait lui-même, donc c'est vraiment... les mémoires de Gaulle sont un texte vraiment fascinant, d'une qualité littéraire folle. Churchill, c'est un peu plus de la soupe parce qu'il avait un comité d'écrivains qui travaillait avec lui, il avait beaucoup de plumes qui bossaient pour lui. Enfin, et les souvenirs sont extraordinaires. Et il y a un moment où
il voit Molotov, le soviétique, à l'époque où ils sont évidemment alliés. Molotov fait le voyage de Londres et il le raccompagne 10 Downing Street dans le petit jardin qui est derrière la résidence du Premier ministre. Et puis, il essaye de l'embrasser un peu, puis quand même de créer un contact. Et il se rend compte que l'autre, c'est une sorte de robot, il n'a aucune envie de sympathiser. Voilà. Et le fond chrétien, il était assez, au fond, il y a une sorte de morale. Churchill n'est pas un amoral, c'est quelqu'un qui a une exigence morale quand même assez marquante. Et c'est bien. Voilà, il dit, c'est dommage que j'ai eu en face de moi quelqu'un qui puisse pas avoir cette dimension, un peu boy scout peut-être, mais qui fait du bien. Moi, j'ai trouvé que la phrase qui m'a, comme lecteur seulement, pas comme partenaire de livre, ne pas mourir en prose, ça m'a nourri. Il dit, Badinter vous dit, il ne faut pas mourir en prose. C'est quelque chose de dire ça. Ça signifie beaucoup de choses, de la puissance, de la volonté, de l'évocation de ce que peut être la poésie, etc. C'est quelqu'un dont on sent qu'il a compris quelque chose d'important quand même. C'est ça, c'est tirer vers le haut, c'est-à-dire c'est vraiment, même quand vous allez mourir, essayer de... c'est pas facile, hein, ça doit être facile pour personne, mais bien sûr, d'être le plus digne possible, le plus... quand on avait nos rendez-vous, par exemple, les derniers rendez-vous, il était parfois très très fatigué, mais... Il est mort quelques mois après. Oui, je l'ai vu en décembre, et la dernière fois, il est mort en février. C'est ça. 9 février. Et il mettait un petit foulard, enfin, il faisait très attention. Et il était un petit peu... La dernière interview qu'on a faite en version télévisée, puisqu'on a aussi fait quelques interviews, ces interviews-là sont inédites. C'était vraiment des interviews en supplément, si on veut. Mais de temps en temps, je l'ai interviewé pour la télévision. Et les derniers entretiens, il était un peu relâché comme ça. Il n'avait pas aimé. Il avait dit, j'ai pas aimé apparaître comme ça... Parce que... Moi, je dis, je comprends mourir en prose comme une ambition. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, je ne mourrai pas en prose, je reste jusqu'à ce que je sois, comme vous dites, remis à ma place. C'est ça. Et donc, avec des poèmes. C'est ça. Hein, il y a l'orgueil de l'homme. Bien sûr. Et puis la culture. Il y a un amour de la culture c'est presque une religion, la culture. Il y a une lecture que je recommande qui est la lecture de Gracian, Balthazar Gracian, qui est un jésuite du XVIIe siècle, qui est un moraliste tout à fait extraordinaire, qui dit la culture fait de l'individu une personne. Et il faut beaucoup de culture pour devenir une personne. Et il était infiniment cultivé, de manière presque troublante. D'ailleurs, pendant les années d'occupation, il reste un très bon élève. Comme il est un peu en fuite, si on veut, hein, il fait, je crois, 3 ou 4 lycées. Mais dans chaque lycée, il est premier ou deuxième. Il est très attentif à être au sommet. Voilà. Au sommet. Et puis, c'est une connaissance des textes qui est intégrale, la vraie lecture, la profonde lecture, où vous lisez du début à la fin en annotant. Voilà. Il avait une bibliothèque qui l'illustrait complètement, où vous ouvriez un livre, vous sentiez qu'il l'avait annoté très longuement, très attentivement. Quelques questions sur vous, si vous le permettez. Vous avez interrogé beaucoup de responsables, et alors vous avez interrogé Poutine notamment, qui est une personne qu'on est obligé de connaître en ce moment pour différentes raisons. Et l'usage avec le président Poutine, c'est quand il reçoit des chefs d'État, de leur signifier, avant que la conversation ne commence, que le patron, c'est lui. On se souvient du chien avec Merkel, on se souvient de Sarkozy, sortons un peu... voilà. Est-ce qu'avec un journaliste comme vous, il a aussi essayé de montrer que chacun devait rester à sa place, ou pas? Pas vraiment. Est-ce qu'avec un journaliste, c'est différent qu'avec un homme d'État avec qui le pouvoir compte? Je crois que c'est de toute façon différent avec lui, parce qu'il fait ce qu'il veut. Il m'est arrivé d'interviewer quelques dictateurs et en général les dictateurs ont une forme de densité parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Et vous le sentez dans l'interview, c'est-à-dire l'homme d'État dans un État démocratique, en fait, a très peur. Il a peur de ce que va penser, ce que va écrire Le Monde et Le Figaro, ce qui va être maintenant sur Twitter, de ce que va penser son Parlement. Poutine n'a pas de raison d'avoir peur. Il tient sa Douma, il tient son entourage, il tient son opinion. Et, par exemple, la durée de l'interview n'a pas d'importance. S'il a envie de rester 2 heures, personne ne va lui dire « Mon gars, il faut y aller ».
S'il dit quelque chose qui déplaît même à une partie de ça peut arriver, de son opinion, ça va peut-être tanguer un peu, mais pas tant que ça. Donc déjà, il fait ce qu'il veut. Donc il peut être parfois très... Ce qui dominait, c'était l'ironie. On sent que c'est un policier, c'est-à-dire c'est quand même son métier de base, qui est la police politique. Oui. Moi, j'ai beaucoup connu de policiers, et en général, ils ont tous ce côté-là. Quand vous êtes policier, d'abord, vous devez savoir que, de nouveau, il ne faut pas être trop moral. Il faut toujours regarder l'autre en disant « je peux l'arrêter », mais je peux aussi l'utiliser comme indicateur, par exemple. Parce que... je connais la profondeur de l'âme humaine. Je connais la profondeur de l'âme humaine. D'ailleurs, les policiers sont... On croit que les policiers sont très répressifs. Souvent, non. C'est un malentendu parce qu'ils sont un peu désabusés. Ils savent très bien que ce criminel, il fait 10 ans de prison, de façon qu'il sorte après 11 ans ou après 15 ans, il sera sûrement tout aussi criminel. Donc, et donc cette attitude-là domine chez Poutine une très forte ironie, une très forte maîtrise, effectivement, voilà, et puis certainement un nationalisme très puissant. Hein ? Un nationalisme très puissant. Et je pense que c'est un fait majeur de notre génération de redécouvrir à quel point le nationalisme est un moteur puissant. Moi, je suis d'une génération, je me rappelle, j'avais des maîtres de géographie, j'ai fait mon collège dans les années 80, qui nous disaient, vous allez voir, au XXIe siècle, il n'y aura plus de nationalisme, il n'y aura plus de nation. Oui, tout le monde s'aimera. On fera la ronde, vous savez. On va attendre encore un peu pour ça, hein, je crois. Voilà, on va attendre un peu. Et effectivement, la nation est un phénomène fascinant. Dans le livre avec Badinter, on parle de ce qu'est la judéité. Et c'est assez fascinant. Qu'est-ce que c'est juif ? C'est une religion, c'est une nation aussi, une nation qui a survécu à tout. Un peuple, c'est un peuple. Un peuple. Il y a une phrase de Montesquieu qui est à la fois admirative et un peu étrange. Il dit « Les juifs toujours exterminés et toujours renaissants ». Et oui. Et Badinter, de très jolie manière, dit ça provoque admiration, sympathie, ça provoque aussi un peu méfiance. Parce que d'une certaine manière, c'est un nationalisme très fort. Et c'est unique dans le monde. Oui, absolument. C'est très rare. Les peuples qui ont survécu à l'Antiquité... Voilà, aucun n'a survécu. Si vous lisez la Germanie de Tacite, il y a certaines, entre les Germains d'il y a 2000 ans et de maintenant, il y a certains points communs, mais voilà. Mais effectivement, c'est très rare, les peuples qui ont survécu à l'Antiquité. Et le thème de la survie, je reviens au très beau thème de votre titre, de votre conférence, de votre rencontre, renaître. Vous dites que Emmanuel Macron est très difficile à interviewer. Assez, parce qu'il est que vous l'avez fait 2 fois, si j'ai bonne mémoire. Non, plus, 4 ou 5 fois même. Ah oui, oui. Oui, Emmanuel Macron est très... il est un peu difficile à interviewer parce que comme il est très avenant, de premier abord, on se dit, on peut tout lui... Ça va être facile. Voilà. Tout... Et en réalité, il a sa logique à lui. Sa boussole. Il dit ce qu'il veut. Il est très peu sensible ou à l'agression ou au contraire à la flatterie. Donc c'est une force, effectivement. Il y a des gens que vous leur dites, vous essayez de piquer un peu, tout de suite ça réveille la bête, ou d'autres au contraire qu'il faut essayer un peu de prendre le sens du poil. Lui est assez insensible à ça. Moi, comme je suis un spectateur régulier de vos émissions, par exemple, prenons l'exemple de Trump. Fondamentalement, vous n'aimez pas Trump, ce n'est pas votre catégorie de personnes, mais vous attirez toujours l'attention des gens sur le fait que Trump, c'est quelqu'un qui sort de l'ordinaire et qu'il faut, avant de parler de lui, il faut analyser plusieurs choses, être prudent et attendre avant de parler de lui. Alors j'imagine que, comme tous les journalistes du monde entier, votre rêve serait d'interroger Donald Trump, évidemment. Quelle serait votre première question à Donald Trump ? Comment espérez-vous ouvrir le dialogue ? Bon, ça dépend beaucoup de la situation, parce que de toute façon, je pense qu'il fait partie des gens, il faut plutôt, il ne s'agit pas de le rentrer il faut entrer doucement, ça c'est sûr. Déjà pour que l'interview ait lieu, parce que sinon ça risque de couper court, donc c'est toujours un peu embêtant. Et puis non, je suis, vous savez, on dit toujours, il y a 2 types de journalisme, racinien. Le racinien, c'est celui qui voit le monde tel qu'il est, qui prétend qu'il n'y a pas de salauds et de héros, ou très peu, cas extrême, mais c'est rare. Et puis le cornélien, c'est celui qui veut à tout prix faire de l'héroïsme, et donc il veut des gentils et des méchants. Moi, je suis clairement du camp des raciniens dans cette logique-là.
Et par exemple, Trump est beaucoup plus intelligent que ce qu'on dit généralement. Il y a tous ces lieux communs disant il est bête, il est brouillon. C'est très intéressant. Si vous suivez Trump, par exemple, même ses tweets, en réalité, il y a beaucoup d'insultes, de majuscules, de n'importe quoi pour ce qui ne compte pas. Mais dès qu'il doit peser vraiment ses mots, il pèse. Il sait s'enfuir. Il sait s'enfuir, il pèse très exactement. Quand il voit Poutine à Anchorage, par exemple, et que Poutine, à la fin, le piège en lui disant ah ben, la prochaine fois, voyons-nous à Moscou, c'est pas le genre du tout à se laisser aller, à dire bah oui, d'accord, ou de choses comme ça. Il dit ah, c'est intéressant, c'est une idée intéressante. Et dès qu'il faut peser ses mots, il les pèse absolument. Mais c'est une façon de fonctionner, de parler comme ça n'importe comment. La façon de travailler de Trump, c'est assez amusant parce que dans nos métiers, les journalistes, pardon, on fonctionne beaucoup par lieu commun, on aime bien ça. Et bon. Alors on dit il ne travaille pas. Évidemment qu'il travaille énormément, il ne serait pas là où il est sans ça. C'est une autre façon de travailler. Une autre façon de travailler. Même quand il est dans son golf, là, à Mar-a-Lago, il travaille en fait énormément, au téléphone, au portable, voilà. Et les chefs d'État et de gouvernement, d'ailleurs, travaillent d'une manière différente. Il y a ceux qui sont très scolaires. C'est aujourd'hui l'anniversaire de la mort de Chirac, par exemple. Chirac était un bosseur classique. Ah oui, il travaillait énormément sur dossiers. Il pouvait vraiment surligner des centaines de pages. Macron est un travailleur compulsionnel. Macron peut commencer un dossier le soir, un énorme dossier, et le lendemain, il l'a avalé. Et il dit à ses malheureux conseillers qui sont fatigués, page 23, ça c'est la page 27. Voilà, donc ça c'est un autre monde. Des gens comme Mitterrand pouvaient paraître paresseux au contraire, parce que à 15h, ils n'étaient toujours pas rentrés de déjeuner, ça papotait avec les amis, les vieux amis, l'ancien de la Résistance, l'ancien collabo, voilà. Mais c'est une autre manière de capter de l'information, oui, comme une éponge. Trump est clairement, évidemment, de la deuxième catégorie. Je pense qu'il lit très peu de dossiers, mais il capte, il parle tout de suite à des gens très informés, des gens comme Witkoff. C'est très intéressant parce qu'on dit, là aussi, lieu commun, on dit ah c'est un con, c'est un promoteur. Non. Un vendeur d'immeubles, etc. Bien sûr qu'il a ce pli-là, mais c'est des gens qui, par le fait qu'ils ont fait beaucoup d'affaires dans le monde entier, ont des relais d'opinion partout. Et si vous leur dites, je sais pas quoi, à Sri Lanka, je suis sûr qu'un Witkoff a au Sri Lanka 2 ou 3 contacts qu'il peut appeler. Alors c'est pas la connaissance, comment dire, technique, traditionnelle. C'est pas le diplomate qui vous dit c'est comme ci, comme ça. Oui. Mais c'est une autre façon de connaître le monde. Connaissance de l'interlocuteur, en tout cas. Alors, moi qui vous suis régulièrement, vous avez comme ça quelques idées qui sont importantes pour vous. Par exemple, vous avez la religion des cartes. Vous ne passez jamais une émission sans dire à 10 reprises au moins, dire qu'on comprenne bien. Remontrer la carte. C'est vrai. Quel que soit le sujet, tout commence par une carte. Pourquoi ? C'est important, la géographie. Oui, certes. Mitterrand disait les pays font l'histoire de leur géographie. Et je crois beaucoup à la géographie. C'est vrai. Non, mais bien sûr, c'est vrai. Beaucoup. J'ai beaucoup énervé ma femme une fois, je me rappelle, parce que on était en Ardèche, et puis le serveur est ardéchois, et puis je lui dis, tu vas voir, sûrement qu'il déteste les Lyonnais, ma femme est lyonnaise, sûrement qu'il déteste les Lyonnais parce que les gens proches se détestent généralement. Et puis il est arrivé, je lui ai dit, qu'est-ce que vous pensez des Lyonnais ? Et là, il a dit plein d'atrocités sur les Lyonnais. C'est absurde, hein, j'ai honte de raconter des choses aussi primitives. Mais c'est vrai que c'est une constante de la géographie que généralement, quand 2 vallées sont proches, 2 villages sont proches, etc., il y a une rivalité. Voilà. C'est normal. Et puis de façon générale, les gens de Saint-Pétersbourg n'aiment pas ceux de Moscou, les gens de Jérusalem sont concurrents de ceux de Tel Aviv. Enfin voilà, je ne sais pas, à Pau, qui sont les concurrents à Pau ? Est-ce qu'il y a à part, j'imagine, les Parisiens, mais ça c'est général, mais est-ce qu'il y a... et oui, la géographie, c'est très important. Vous savez, les dictateurs, je ne sais pas si vous avez noté ça, très souvent, si on pouvait être ému par les dictateurs, on serait ému, ils reviennent au lieu de leur première... Saddam Hussein, par exemple, se réfugie à la fin à Tikrit. Il était de Tikrit, il est dans son trou, je ne sais pas si vous vous rappelez, où les djihadistes ils vont le chercher dans son trou. Ceausescu était le bled d'où il venait, ça m'échappe maintenant, mais il est l'homme le plus puissant de Roumanie pendant 25 ans. Et quand il s'attise de se réfugier, au lieu d'essayer de fuir pour aller je sais pas où, ailleurs dans le monde, il va dans son petit village d'origine. Voilà. Et la tâche au lieu est quand même quelque chose de très très puissant. Le retour de là où on vient. Oui.
Il y a quelque chose de... D'ailleurs, les politiques sont arrondissementiers. François Bayrou, je ne sais pas s'il est là dans la salle, mais je suis sûr que quand il fait campagne, il sait très bien que À telle mon avis, personne... immeuble par immeuble. Oui. Voilà, oui. Ben, c'est le métier, ça c'est la moindre C'est des le métier. choses. Il faut le respect des lecteurs. Mais oui, absolument. Euh, le pire souvenir, est-ce que vous avez raté une interview de votre fait et est-ce que parfois on le rate du fait de l'autre? Oui, bien sûr. Il y a les deux possibilités. Est-ce que de votre fait, vous avez entrepris un entretien et que vous avez le sentiment un peu frustrant de En général, c'est ne quand pas avoir fait ce qu'il fallait? Oui, c'est quand on travaille pas, quoi. Même si parfois l'improvisation pure peut jouer, Ah mais bah oui, bien sûr. le manque de travail, est la chose la plus difficile. Et puis quand on est un peu absent mentalement, il faut être là, quoi. Mais la curiosité, dès lors que vous êtes vraiment curieux, en principe, ça marche. Et en dehors de Robert Badinter, avec qui vous avez une longue conversation, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, au cours d'un entretien, radio, télévision ou même, vous a ébloui par quelque chose, d'un coup, vous êtes sorti de là en étant un peu enrichi, agrandi, on va dire. Un interlocuteur qui vous marque. Parfois, vous êtes marqué par un aspect et pas l'autre. J'ai beaucoup aimé, alors, par exemple, Gorbatchev, que j'ai beaucoup interviewé Gorbatchev, après le pouvoir. Ah oui. Je l'ai vu une fois pendant le pouvoir. Vous avez fait un livre avec lui. J'ai fait un livre avec lui. Ouais. Et c'était la vitalité. C'était vraiment, là aussi, une vitalité, mais alors, pas élégante comme celle de Robert Badinter, une vitalité... Gorbatchev était un paysan, par exemple. Si vous lui preniez le bras, il avait un bras, mais un bras énorme, musclé, de paysan, Solide. très solide. Un côté d'ailleurs paysan, optimiste, un peu brouillon, assez idéaliste, très vaniteux. Comme quoi vous pouvez à la fois, c'est comme dans nos vies, hein, on peut à la fois aimer quelqu'un et voir ses défauts. Bon. Il a vraiment été sans doute un mauvais président, mais enfin tant mieux parce que ça a amené la chute d'un régime autoritaire. Bah oui, et changer la face du monde aussi. Et changer la face du monde, oui. Ah ouais, Comme quoi, une personne, je crois beaucoup que, vous savez, il y a la thèse de ceux qui disent les personnalités ne comptent pas, le destin se fait sans eux, sans elles. Je ne crois pas. Je crois vraiment qu'une personnalité peut changer, dire l'importance d'une élection présidentielle. Ah oui. C'est vous qui avez choisi la CIPI qui est au début du livre. La parole Ronsard est la seule magie. Oui, la parole Ronsard est la seule magie. C'est vous qui avez choisi ça. C'est moi. Pourquoi? Parce que je crois que la parole, le miracle de la parole peut obtenir des choses extraordinaires. J'avais sympathisé avec un survivant des camps qui s'appelait Noah Klieger, qui était un type très, très marrant, encore un nonagénaire d'ailleurs. C'est peut-être une façon de se sentir jeune, vous savez, vous vous dites, vous voyez, et il racontait, et d'autres témoins l'ont rapporté, donc là l'histoire est établie, il est un des rares à avoir survécu à une sélection de Mengele, parce que Mengele, vous savez, avec sa cravache, disait à gauche, à droite, la mort ou la vie. Il avait 15 ans, donc il était un petit peu en dessous de l'âge, je crois. Et au moment où il arrive devant Mengele, il comprend que Mengele lui désigne la mauvaise file, la file qui va aller tout de suite à la chambre à gaz. Et généralement, les gens n'osaient pas parler à Mengele parce que, d'abord, beaucoup ne se rendaient pas compte qu'il y avait une file de la vie et une file de la mort, même si les déportés qui accueillaient les gens au bas du train, souvent leur glissaient l'information. Mais bon, et puis simplement, ils n'osaient pas, ils étaient épuisés, 3 jours de voyage, dans des conditions épouvantables. Bon. Et lui dit, non, mais moi, je ne veux pas aller dans cette file-là, je vais aller dans celle-là. Et Mengele, tellement peu habitué qu'on lui parle, a eu un instant de doute. Et la chance supplémentaire de Noah Klieger, c'est qu'il y avait un capot juif belge qui était à côté de lui, qu'il avait connu à Bruxelles. Et le capot a dit, oui, je le veux bien pour travailler. Et donc, il a été sauvé. La parole peut sauver. Et la parole, à ce niveau de qualité de Badinter, peut sauver. Je vous donnais l'exemple de Patrick Henry, dont il a sauvé la tête. Bien sûr. Oui, je crois vraiment que la parole peut sauver. Et d'ailleurs, il y a une réflexion de quelqu'un qui passera demain ici, Éric Emmanuel Schmitt, que vous connaissez peut-être, qui est philosophe et d'une remarquable intelligence. Il disait, quand on y réfléchit vraiment,
les religions qui durent depuis des milliers d'années Ouais. n'ont jamais écrit. On n'a jamais. C'est oral. Après, on dit il a dit ça, mais il n'y a pas d'écrit de quelqu'un qui dure 2000 ans. C'est sûr, oui. L'oralité est beaucoup plus longue que ce qui est écrit. Et c'est juste, ça renforce ce que vous venez de dire. L'oralité a une puissance peut-être que Bien même sûr. l'écrit n'a pas parfois quand c'est une bonne oralité. Bien sûr. Alors, juste un mot pour finir. Il ne faut pas mourir en prose. Moi, c'est quelque chose qui m'a... Vous aussi, moi, ça m'a fait penser, on va dire. Et alors, il vous cite, pour finir, c'est la dernière phrase du livre, le poème avec qui il vit en ce moment et qu'il a envie de vous livrer sur la mort. Et c'est un poème de Baudelaire. Vous voulez le lire, vous qui avez recueilli ces mots-là? Pardon. Donc je suis très mauvais lecteur, mais « Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre. Ce pays nous ennuie. Ô mort, appareillons. Si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre, nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons. Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte. Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. » Honnête. Voilà. Et Baudelaire, il a des très belles pensées sur qu'est-ce que c'est que mourir. Alors, vous savez, il y a la version de Casanova qui dit mourir, c'est comme un spectateur dans un théâtre qui prend beaucoup de plaisir à voir la pièce, et puis on vient lui dire il faut partir maintenant, il est temps de partir. Et ça le chiffonne un peu. C'est frustrant. Il y a Paul Morand, qui est un écrivain d'extrême droite, mais que d'ailleurs Badinter n'aimait pas trop. Morand dit mourir, ça doit être comme tomber d'un train qui va très vite, et puis le train s'éloigne dans la nuit, ça devient juste une petite lumière, et c'est fini. Voilà. Et c'est vrai que peut-être que si j'ai une fascination des nonagénaires, c'est que connaître un fragment de l'histoire humaine, c'est génial quand même. C'est triste de devoir partir juste avant de connaître la suite. C'est vrai, c'est vrai. Mais vous avez raison, il y a quelque chose de très émouvant dans le livre, vraiment. On sent que souvent, c'est pas un entretien comme d'habitude. Voilà. On sent qu'il y a une volonté de chacun des côtés d'aller au mieux. Il y a une émotion. Et s'il n'y a pas l'émotion, ça ne donne pas ce livre-là. Voilà. Il y a des discussions parallèles, vous savez, là, dans les interviews, souvent, tout à coup, il se crée quelque chose dans le regard. C'est-à-dire, je regarde l'œil de quelqu'un. Et parfois, il y a des choses non communicables, c'est-à-dire qu'il y a le cours de l'interview qui se déroule bien, mal, etc. Et vous attrapez dans le regard autre chose. C'est un bonheur, c'est un malheur, c'est la peur de mourir, c'est tel ou tel invité dont je sais, par exemple, qu'il a un cancer. Ça m'est arrivé tout à coup dans l'œil de saisir qu'il est en train de penser à la mort. Penser à la mort, oui. Mais ça peut être des choses gaies aussi. Ça peut être, on sent qu'il y a une pensée parallèle, un amusement. Souvent, quand un invité me dit quelque chose auquel il ne croit pas lui-même, alors, parfois vous faites l'effort de contredire, et puis parfois on ne peut pas non plus contredire sans arrêt. Mais dans l'œil, vous avez un léger sourire dans l'œil, et lui sourit aussi parce qu'il sait très bien que... Et Poutine, par exemple, à un moment donné, il partait dans un développement très, un peu trop oratoire. Et puis, comme j'avais peur de ne pas bien utiliser le temps de l'interview, d'une main, je lui ai dit, je fais comme ça, pour dire c'est bon, passons à la question suivante. Et là, j'ai vu, il a regardé, l'air de dire, mais qu'est-ce que c'est que ce petit con qui ose ça l'a un peu surpris. Bousculé, ouais. Et puis, voilà, en plus, c'était pas une interview. Comme c'était une interview en partie improvisée, donc il avait donné son accord quelques heures avant seulement. Donc, il n'y avait pas ce côté trop formel. Mais ce petit geste-là pour dire c'est bon, passons à la suivante. Là, c'est un geste qu'il aurait voulu faire lui-même. Vous dire voilà. C'est fini. Voilà. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été. Merci à vous. Merci à vous de l'attention. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez le rejoindre maintenant dans l'autre salle. Merci.